Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invitée du jour qui est une journaliste capable de raconter le monde mieux que personne en réunissant deux mondes, vous allez le voir, celui des enfants avec celui des adultes. C'est ce qu'elle est parvenue à faire dans l'émission Au Tableau sur C8 où des écoliers interrogent une personnalité politique, une personnalité également culturelle ou alors encore un sportif. Et cette fois-ci, elle a demandé aux enfants de quitter la salle de classe et de se rendre dans une maison de retraite pour une expérience inédite où vous allez le voir, personne ne ressort vraiment indemne. Bonjour Caroline Delage. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Une vie d'écart, c'est le nom donc de la mini-série documentaire que vous produisez. Les deux derniers épisodes seront diffusé ce mercredi en deuxième partie de soirée sur Canal+. Et on rappelle également que c'est actuellement disponible sur MyCanal. Voilà, tout à fait. Et l'idée de ce projet, on va le dire en deux mots, c'est d'établir un dialogue, de créer un lien entre deux générations, donc celle des enfants et également celle des adultes, des retraités de l'autre. Est-ce que ce n'est pas un rêve utopique d'imaginer que ces deux générations finalement peuvent devenir amies ? Non, pas du tout. Et on le voit à l'image. En fait, elles ont une vie d'écart. On pense qu'elles n'ont pas grand-chose en commun et on se rend compte qu'elles ont beaucoup plus en commun que ce qu'on pouvait imaginer. Les enfants sont un peu plus petits que dans Au Tableau. Ils ont 4-5 ans. Oui. Ils sont en maternelle. Ils sont en maternelle cette fois-ci. Et le but, c'est de montrer que cet intergénérationnel, il fait du bien aux petits comme aux grands. C'est pour ça qu'on a mené cette expérience qui est sur la durée, 6 semaines, et qui est sur la fréquence aussi quotidienne, avec des experts, une gériatre, une pédiatre, une psychologue, pour observer tout ça. On a fait des tests avant la rencontre et on les a refait à la fin pour essayer de matérialiser, de toucher du doigt les bénéfices qui arrivent grâce à cette expérience. C'est ça, on va parler d'ailleurs des bénéfices dans quelques instants parce que c'est très intéressant. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'une personne de 90 ans, par exemple, peut devenir copain avec un enfant de maternelle? C'est possible? Je le pense et je le vois, on l'observe dans cette série documentaire. Il y a Robert qui a 95 ans qui dit qu'il n'aime pas les gosses, qu'il n'a jamais eu de gosse. Enfin si, il se rappelle qu'en fait il a eu 2 filles mais qu'il ne s'en est pas occupé. Et qui, à 95 ans, se rend compte qu'en fait il aime les enfants aujourd'hui, peut-être qu'il ne les aimait pas avant ou pas beaucoup, mais qu'il apprend et qu'il devient copain. Le mot copain, il revient tout le temps. Il y a même un des chapitres, un des épisodes qui s'appelle « Est-ce que tu veux être mon copain ?» Parce que les enfants à 4-5 ans, ils ne voient pas une personne âgée. Ils voient un être humain, ils voient quelqu'un qui a du temps, de la patience, qui fait des choses avec eux, et ils voient un copain. Et il y a une des mamans, la maman de la petite Olive, qui dit, elle nous disait qu'elle faisait ça et ça avec Jacqueline, mais on n'avait pas bien compris si c'était à l'école ou si c'était à l'EHPAD. En fait, eux, ils voient des copains. Et les personnes âgées voient aussi des amis en ces enfants. C'est ça, l'amitié, voilà. Tout ça qui est beau et évidemment beaucoup de bienveillance dans ce documentaire dont on va parler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Caroline Delage. Quel regard portez-vous sur ce dialogue intergénérationnel qui est dépeint dans cette série documentaire? Est-ce que vous êtes des fidèles téléspectateurs de William Hamidi et du journal télévisé de Caroline Delage? Vous pouvez lui poser toutes vos questions, toutes vos remarques. On y revient dans quelques instants après les news de médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah. Salut Damien, bonjour Caroline. Alors Sarah, on commence ces infos médias comme toujours avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête? On s'intéresse à dimanche. Oui, c'était dimanche soir. Hier soir, c'est M6 qui est en tête grâce au match de football France-Portugal. Environ 6 millions de fans ont assisté à ce match nul. Ça représente 25% de part d'audience, donc ce qui est un score colossal, loin devant la concurrence et notamment TF1 qui proposait 50 nuances plus claires, le 3e volet de la saga du même nom. 3 300 000 fidèles et 14,7% de part d'audience. En face, c'était France 2, c'est avec Samba, le film porté par Omar Sy, qui a rassemblé 2 700 000 cinéphiles et 12,2% du public. Et enfin, on va terminer sur Arte, qui tire son épingle du jeu du côté des autres chaînes, grâce au film de François Truffaut, La sirène du Mississippi. C'est un film porté par Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo. Plus d'1 million de personnes comptabilisées et 4,8% du public. Caroline, de quelle manière vous consommez la télévision? Est-ce que vous regardez toujours le petit écran avec cet œil de productrice qui permet d'une certaine manière aussi de nourrir vos projets? Oui, c'est vrai qu'on a toujours un regard déformé avec un œil de journaliste d'abord, notamment quand je regarde les informations, et aussi de productrice, parce que bien sûr, tout s'inspire, la vie nous inspire, les autres programmes nous inspirent. Une vie d'écart, c'est l'adaptation d'un programme anglais. Oui. Donc voilà, c'est quelque chose... Qui était diffusé sur Channel 4. Exactement, sur Channel 4, qui a été un carton et dont je suis littéralement tombée amoureuse. Et c'est pour ça que j'ai acheté les droits pour pouvoir l'adapter en France. Donc bien sûr, on regarde tout. On essaye de garder quand même sa sensibilité et son âme d'enfant et de téléspectateur. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu un œil déformé. Donc vous regardez aussi la télé à l'étranger, c'est ça? Quand on est producteur, on est obligé de regarder les chaînes
anglo-saxonne, allemande peut-être. On fait une veille, on se tient au courant, pas forcément en regardant les chaînes parce qu'on n'y a pas forcément accès, mais en tout cas des programmes, des formats qui sortent, qui font du buzz, qui sont intéressants. Mais après, moi, je défends beaucoup la création française. Donc là, c'est l'adaptation d'un programme étranger parce qu'il m'a plu. Mais je milite et je défends et je fais partie d'organisations pour défendre la création française parce qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup de richesse. Et ça vaudrait le coup qu'on voit un peu plus cette création française sur les chaînes françaises. Alors, on va poursuivre avec une émission qui n'est pas du tout une création française cette fois-ci, mais c'est un carton international. Il s'agit de The Voice et le vainqueur de la 7e saison de The Voice Kids. C'est la déclinaison pour les enfants. Eh bien, ça y est, on le connaît. Ou on la connaît même. On la connaît, parce que c'est une fille, elle a 10 ans et elle s'appelle Rebecca. Elle s'est imposée donc samedi soir sur TF1 avec plus de 46% des voix. C'est la protégée de Patrick Fiori. Donc, elle s'est imposée face à Abdella, Naomi et Emma, qui étaient ses concurrents d'un soir. Alors, c'est sa réinterprétation de Sois tranquille, cette chanson de Emmanuel Moire, en hommage à sa sœur décédée, qui a conquis le jury et visiblement le public. Alors, il faut dire qu'elle a fait un parcours sans faute pendant cette 7e saison, cette jeune musicienne qui a commencé le violon à l'âge de 4 ans. Pendant les auditions à l'aveugle, elle a conquis les téléspectateurs avec Comme toi de Jean-Jacques Goldman. Les battles, c'était sur du Julien Clerc. Et enfin, la demi-finale sur un morceau de Josh Groban. Alors, il faut rappeler que cette finale était un peu particulière samedi soir parce que la coach Jennifer était absente. Elle a été testée positive au Covid-19 cette semaine, donc elle n'a pas pu se rendre sur le plateau. Elle était seulement en visioconférence. Caroline, vous tournez souvent avec des enfants, que ce soit dans Au Tableau, dont on a parlé sur C8, ou également dans Une vie d'écart, dans cette série documentaire. Est-ce que c'est plus compliqué de tourner avec des enfants ou avec des adultes? Parce qu'on imagine que derrière, il y a un gros travail de préparation. Comment ça se passe avec des enfants? C'est très compliqué au niveau organisation, autorisation, législation. C'est vrai que ça rajoute beaucoup de difficultés. Alors là, on a avec des tout petits enfants et des très vieilles personnes. Donc vous imaginez, on a multiplié les difficultés. C'est vrai que c'était compliqué à produire. Et puis c'est normal, c'est très encadré le tournage avec des enfants. Donc il y a tout un millefeuille d'autorisation, de responsabilité. Et puis ça commence bien sûr par l'autorisation des parents. Mais voilà, une fois qu'on connaît la marche à suivre, le circuit, c'est tellement enrichissant. Et moi, j'adore donner la parole aux enfants. Je trouve qu'ils ont tellement à nous apporter à la société et à nous, adultes, quel que soit leur âge. Au Tableau, ils ont 8 à 12 ans, ils sont curieux, ils sont impertinents. Là, à 4-5 ans, dans Une vie d'écart, ils sont spontanés, ils sont dans le contact aussi tactile, ils ont tellement à offrir que je trouve ça vaut le coup de surmonter ces difficultés. Et racontez-nous justement les coulisses avec ces enfants de maternelle. Est-ce que vous vous êtes réunis avant le tournage? Est-ce que vous leur avez donné des consignes en disant par exemple à tel ou tel enfant, tiens, il faudrait peut-être que tu ailles voir tel personnage âgé pour créer un petit dialogue? Comment ça se passe? C'est ça qui est magique, c'est parce qu'il y a vraiment des binômes qui se sont formés, enfants seniors, résidents de l'EHPAD, et ces binômes, ils sont spontanés. C'est souvent l'enfant qui jette son dévolu, on ne sait pas pourquoi, sur tel adulte, et Jacqueline et Olive, par exemple, c'est un vrai coup de foudre. Dès le premier jour, il y a quelque chose, une attraction réciproque, et le lien va se renforcer d'épisode en épisode. Mais il y en a d'autres. Il y a Robert et Andrea, il y a Monique et Sédou. Enfin, il y a des duos assez improbables et tellement touchants. Et non, c'est naturel. On aurait voulu le faire, honnêtement. Ça se voit que les liens sont sincères et qu'ils sont vrais. On n'aurait jamais pu fabriquer ça. On n'a donné aucune consigne. Ils sont venus tous les jours avec la maîtresse parce que c'était sur du temps scolaire, donc en partenariat avec l'Éducation nationale. Le programme d'activité correspondait au programme pédagogique de maternelle parce qu'il fallait que ce soit validé par l'académie. Et voilà, il y avait des activités qui étaient mises en place, mais après le lien, il s'est fait tout seul. Et bien on va parler de ce lien de coup de foudre, cette fois-ci un lien de coup de foudre, puisqu'on va parler de Top Chef. Vous avez vu cette transition? C'est pas mal. Le jeu de mots. Je l'avais en tête depuis 10 secondes, celle-là, il fallait que je la sorte. Voilà, alors ça a repris il y a quelques jours, cette émission culinaire. Oui, le tournage de Top Chef saison 12, ça y est, le coup d'envoi a été lancé ce week-end. C'est Hélène Darroze, l'une des jurées, qui nous l'a appris sur son compte Instagram en postant une photo. Vous allez la voir apparaître à l'écran. Et ce qu'elle nous révèle, c'est que le jury ne change pas par rapport à l'édition précédente. On va retrouver Michel Saran, Philippe Etchebest et Paul Perret, qui nous vient de Shanghai. Sans oublier Hélène Darroze, bien sûr. Des mesures sanitaires seront sans aucun doute mises en place cette année. Alors, reste à savoir si le protocole du meilleur pâtissier sera appliqué, car vous savez, il a choqué les téléspectateurs il y a 15 jours lors du lancement, parce que les
les candidats, pendant leur préparation, portent des demi-visières qui s'avèrent aujourd'hui peu efficaces et les juges ne portent rien, donc, ce qui a un peu dérangé. Donc certainement que la production Studio 89 qui produit Top Chef va revoir un peu la copie. En même temps, les internautes choqués sur les réseaux sociaux, on va rappeler que cette émission était tournée fin juin, début juillet, qu'à cette époque, on ne savait pas si les mêmes conditions étaient effectivement efficaces ou pas. Est-ce que les restrictions sanitaires sont aussi en règle, entre guillemets, de mise dans William à midi, par exemple, l'émission que vous tournez tous les jours à 12h40? On est en direct tous les jours à 12h45. Oui, bien sûr, ça complique tous les tournages et ça complique tous les domaines de l'activité française, mais aussi l'audiovisuel, bien entendu. Nous, par exemple, on est en plateau, il y a William avec 2 chroniqueurs, alors qu'avant, on était plus nombreux en plateau, mais on se relaie pour garder une distance d'au moins 1 mètre avec William, pour ne pas être agglutiné. Voilà. On a été absent assez longtemps, puisqu'on n'est pas revenu après le confinement. On a repris que là, à la rentrée fin août. Donc oui, ça a des conséquences. On fait tout. On a des petites lingettes. Dès qu'on termine notre direct, on nettoie pour laisser la place au suivant et tout désinfecter. On remet le masque, évidemment, dès qu'on sort du plateau. Il y a tout un tas de gestes, mais ça vaut le coup de les mettre en place parce qu'on est content d'avoir repris et ce serait vraiment dommage de devoir à nouveau s'arrêter pour des mesures sanitaires. Et ça vous inquiète, justement, en tant que productrice, cette recrudescence de cas de coronavirus, notamment en Ile-de-France? Est-ce que ça risque d'impacter les tournages que vous avez peut-être prévus au cours des prochains mois? Il y a plein de documentaires, plein de tournages, enfin pas que des documentaires d'ailleurs, des fictions. Beaucoup de mes amis producteurs sont à l'arrêt. Il y a plein de films qui ne peuvent pas se tourner en ce moment parce que c'est compliqué de tourner avec des masques ou de respecter les mesures sanitaires. Donc oui, c'est un drame. C'est déjà que l'activité est difficile, ça la complique davantage. On n'en voit pas le bout en fait. C'est un tunnel sans fin et vivement que ça se termine. Et c'est aussi une épidémie qui a marqué beaucoup les EHPAD où vous avez tourné avec les enfants. Et j'imagine qu'on va aussi vous poser la question, notamment tout à l'heure sur les réseaux sociaux. On en parle tout de suite de ce fabuleux documentaire, Une vie d'écart dans le Buzz TV. Canal+ donc diffuse la suite et fin de la série documentaire Une vie d'écart. C'est ce mercredi en deuxième partie de soirée donc sur Canal+, mais on rappelle également que c'est disponible sur MyCanal. Donc voilà, pour ceux qui arrivent un petit peu en retard, ils pourront suivre les 2 premiers sur cette plateforme. 4 épisodes inédits au total, au cours desquels des enfants de 5 ans ont passé 6 semaines auprès de personnes âgées dans une maison de retraite. Alors déjà, qui a eu cette idée folle, alors non pas d'inventer l'école, mais de créer ce choc des générations, ce choc entre deux personnes? Un peu inventer l'école, puisqu'on fait l'école autrement. C'est vrai. Les enfants sont à l'EHPAD au lieu d'être à l'école, donc tous les après-midi, ils faisaient l'école à l'EHPAD. Cette idée, ce sont les Anglais, puisque c'est un programme anglais qui s'appelait All People's Home for 4 Years Old. C'est un peu compliqué, maison de retraite pour enfants de 4 ans, en traduction littérale. Ça a été adapté dans plein de pays. Et voilà, Une vie d'écart est l'adaptation française, même si elle s'éloigne un petit peu du format original. Mais en tout cas, le principe de l'expérience, c'était ce format anglais. Donc 6 semaines, tous les jours, des enfants de 4 ans et des résidents de maisons de retraite. Et qu'est-ce qui vous a séduit, vous, Caroline Delage, à l'idée de monter cette expérience? Parce qu'il y a beaucoup de formats sur les chaînes anglo-saxonnes, peut-être aussi avec des enfants. Pourquoi ce format en particulier a retenu votre attention? La prise en charge des personnes âgées, l'isolement des personnes âgées, je pense que c'est l'un des enjeux fondamentaux de notre société. Ça a été évidemment mis en lumière de manière très crue et très difficile pendant cette crise sanitaire. Ils souffrent de solitude, ils souffrent d'isolement. L'intergénérationnel, c'est une solution toute simple, elle ne coûte rien. Ça fait vraiment, c'est très facile à mettre en place et c'est efficace. On le prouve avec cette série documentaire, avec cette expérience. Et surtout, elle fait du bien aux personnes âgées, bien sûr, mais elle fait énormément de bien aux enfants. On les voit se transformer au cours des 4 épisodes de ces 6 semaines. Et donc, c'est des bénéfices qui sont vraiment mutuels et réciproques. Donc, ce serait tellement dommage de s'en priver. C'est pour ça que ça me semblait vraiment être un enjeu sociétal assez important et que ça me tenait vraiment à cœur de le faire en France. Alors justement, concrètement, à quelles activités les 2 générations vont-elles participer en fait? Qu'est-ce qu'elles vont faire ensemble? Il y a tout un tas d'activités sur 6 semaines, donc c'est du jardinage, de la cuisine, un petit peu de sport. On a organisé des Olympiades. C'est Alex Darmon, l'auteur, qui a prévu tout ce programme d'activités, qui a écrit ces 6 semaines de vie en commun. Donc chaque jour, une activité différente qui permettait de tisser des liens et de renforcer les liens et qui permettait aussi, pour les personnes âgées, par exemple, de faire un peu d'exercice sans s'en rendre compte. Et du coup, on voit les progrès physiques au fur et à mesure des semaines qui leur donnaient un but surtout. Ils avaient ce rendez-vous tous les jours avec les enfants et on a vu qu'au fur et à mesure des semaines, toutes les femmes sont passées chez le coiffeur, faisaient un effort de maquillage. Donc c'était un vrai rendez-vous qui leur tenait à cœur, même si c'était sur la sieste, même si ça les fatiguait un peu.
pour rien au monde, elles auraient raté ce rendez-vous avec les enfants. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'habituellement, c'est vrai que les enfants, ils se méfient plutôt des adultes, car déjà, ils ne maîtrisent pas leur code, et ils se mettent à l'écart aussi et s'occupent souvent entre eux. C'est assez rare de voir des enfants qui spontanément vont jouer avec des adultes. Et dans votre expérience, on constate vraiment que ces bambins se dirigent naturellement vers ces personnes âgées sans la moindre appréhension. On se rend compte qu'en fait, ils jouent avec eux comme s'ils jouaient avec leurs camarades. Exactement. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que cette absence de barrière assez incroyable? Au début, il y a deux groupes. Il y a les enfants et les adultes. Ils font connaissance, un petit peu timides. Et après, il n'y a plus qu'un seul groupe. Vraiment, quel que soit l'âge, c'est un seul groupe d'amis. Ils jouent ensemble. Le premier élément fédérateur, c'est quand on leur amène un poisson rouge et qu'ils doivent choisir un nom. Et donc, tout le monde vote, tout le monde donne un prénom, petit comme grand. Et donc là, c'est le début de cette collectivité, de ce groupe. Et puis, au fur et à mesure, voilà, ils font des choses ensemble. Les adultes guident les enfants. En général, donc ils retrouvent ce rôle de grands-parents, enfin cette utilité sociale qui est absolument fondamentale pour le bien-être psychique, parce qu'en EHPAD ou même quand dans la vieillesse, on a tendance à faire pour eux, à ce qu'ils soient passifs. Là, ils redeviennent acteurs, ils ont une utilité, et ça, c'est vraiment essentiel. Et puis les enfants, ils guident aussi, ils font attention aux personnes âgées, ils leur tiennent la main, ils ont un rôle assez protecteur. Exactement. Donc il y a cette bienveillance mutuelle et réciproque. Et bienveillance, c'est vraiment le mot, ça fait du bien à tout le monde. Et les enfants, on les voit véritablement progresser parce que les adultes, ils sont tout le temps à leur dire mais qu'est-ce que tu es beau, mais qu'est-ce que tu es fort, mais qu'est-ce que c'est bien ce que tu as fait. Ils ont du temps, de la patience et de la bienveillance et ça les aide à prendre confiance en eux, les enfants. On les voit vraiment évoluer. Oui, les enfants évoluent et les adultes évoluent aussi. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va faire un tour du côté de la page Facebook de TV Magazine, Sarah. Oui, il y a du monde sur la page Facebook TV Magazine, Figaro également. Une question de Nina qui se demande quel regard vous portez sur la gestion des EHPAD en France. On le sait, c'est très compliqué. Il y a eu plein de reportages là-dessus, envoyé spécial, cash. Comment on pourrait les rendre plus attractifs finalement? Oui, alors cette série documentaire, c'est pas sur l'EHPAD, ça se passe dans un EHPAD, c'est le cadre de tournage, mais il y a le directeur de l'EHPAD qui intervient, mais pas le personnel. Nous, on a vraiment, c'est notre décor, on a posé nos caméras et en aucun cas on fait un reportage sur cet EHPAD. Il se trouve que dans cet EHPAD, les résidences sont particulièrement bien, le directeur est incroyable, toute l'équipe c'est pas dévouée. Représentatif c'est pas représentatif, je ne sais pas, j'ai pas fait une enquête sur les EHPAD, c'est vrai qu'il y a des établissements plus ou moins bien gérés, où on y est plus ou moins heureux. Le sentiment, enfin, ce qui ressort de manière générale, et ce qui, moi, m'intéressait, c'est ce sentiment de solitude. Quel que soit, voilà, là, à Repotel, à Issy-les-Moulineaux, ils sont bien traités, ils se sentent bien. Ça n'empêche pas ce sentiment de solitude que tout le monde ressent, et c'est pour ça qu'on avait envie de proposer une solution. Il y a de la vie dans les EHPAD malgré tout. C'est pas seulement des mouroirs. Les gens, bien sûr, c'est la fin de leur vie. Ils viennent passer la fin de leur vie. Mais à 95 ans, on peut encore faire des rencontres. Il se passe des choses. On peut vivre jusqu'au bout du bout, en fait. On peut aimer, on peut rencontrer. C'est ça qu'on veut montrer. Et il faut pas laisser tomber, au contraire. Donc l'idée, et c'est ce que défend la gériatre, Catherine Bale, qui nous accompagne, le psychologue Jean-Luc Noël aussi, c'est de plus en plus d'ouvrir ces EHPAD, bien sûr, quand on pourra. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais en se projetant à moyen terme, ouvrir les portes, n'hésitons pas à y entrer, à y aller. Il ne faut pas avoir peur. On a peur en tant que parents souvent d'emmener nos enfants, on se dit oh là là, ça va être glauque, ça va leur faire peur. Mais vous les voyez, les enfants de 4-5 ans, ils sont hyper contents d'y aller. Tous les matins, ils demandent à la maîtresse quand est-ce qu'on va voir les papis et mamies. C'est pas du tout effrayant pour eux, au contraire. Donc voilà, le message, c'est transformons ces EHPAD en des lieux de vie, ouvrons les portes, allons leur rendre visite, faisons des activités, emmenons les enfants, etc. Mais comment faire? Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans votre mini-série documentaire, je crois que c'est le directeur de l'EHPAD qui, à un moment donné, dit que finalement, on se rend à l'EHPAD comme on se rendrait dans un hôpital. C'est-à-dire qu'on va dans un endroit assez anxiogène, etc. Oui, comme on visite un malade, en Exactement. fait. Comment on pourrait faire, justement, pour que ces EHPAD soient beaucoup plus attrayants? En ouvrant les portes, en changeant le regard. C'est un peu ce qu'essaye de faire cette série documentaire, en montrant justement qu'il y a des personnes, on les voit à leur état actuel, assez passives, à attendre la mort finalement. Là, elles se racontent dans une vie d'écart, on se rend compte des parcours qu'elles ont eu, des personnalités, elles sont tellement attachantes de leur goût, ce qu'elles aiment, ce qu'elles détestent, ce qu'elles ont fait comme métier. Les enfants sont passionnés d'écouter le métier qu'ils ont exercé. Elles ont toute une histoire à raconter, des choses à transmettre, et c'est tellement enrichissant. Voilà, il faut prendre la peine d'aller vers ça, plutôt que d'aller simplement rendre visite à un malade ou à quelqu'un qui est sur le point de mourir. Alors c'est vrai que cette rencontre est enrichissante pour nous, pour les enfants, mais aussi pour eux, dans la mesure où les seniors confient au tout début de votre expérience leurs angoisses, leurs troubles du sommeil également, et puis il y a aussi cette professionnelle de santé qui mesure leurs conditions physiques à travers des tests d'effort notamment. Est-ce que cette expérience
concrètement, ça améliore leur santé mentale, sans spoiler la fin évidemment, mais on se doute un petit peu de l'issue. Mais est-ce que ça améliore vraiment leur santé mentale et leurs conditions physiques? Ça améliore les deux, effectivement. Ils sont tous un peu déprimés au début de l'expérience, sans aller jusqu'à dépressif, mais ils ont tous un sentiment. Et puis on voit d'ailleurs, ils ont les visages très fermés. On voit au fur et à mesure des 4 épisodes le visage qui s'ouvre, qui est plus solaire, qui est plus souriant, ils ont meilleure mine. La santé mentale, indéniablement, elle s'améliore. Grâce au sentiment d'utilité dont je vous parlais tout à l'heure qu'ils retrouvent, grâce à ce rendez-vous avec les enfants, grâce à ces rapports charnels, tactiles, les enfants les caressent, les touchent, les embrassent, leur font des câlins, ça leur manque tellement. On ne touche pas les personnes âgées, nous, les adultes, on a peur de cette peau vieillie, flétrie, c'est pas attirant. Ils s'en fichent, les enfants à 4 ans, au contraire, donc ça leur fait tellement de bien d'être touchés, d'être câlinés. Physiquement aussi, ils font des progrès. On fait des Olympiades à la fin. Il y en a une, Josette, qui se déplace plus depuis très longtemps sans déambulateur ou sans canne. Et là, hop, elle envoie tout valser et elle décide de faire le petit parcours renforcé par la main de l'enfant. C'est ce qui lui donne confiance. Et elle lâche son aide technique. Robert se lève pour la première fois de l'expérience. Il est en fauteuil roulant parce qu'il a une opération. Il s'est cassé le col du fémur. Pour l'Olympiade, il se lève, il le fait debout, le petit parcours. Donc physiquement, ils font des progrès aussi sans s'en rendre compte en fait. Parce que le moral va mieux et aussi parce qu'ils font des exercices avec les enfants en faisant du jardinage, en faisant de la cuisine, en faisant de la danse, voilà. Alors l'objectif de cette série, c'est quoi en fait? Alors est-ce que c'est inciter les plus jeunes à aller voir les plus anciens dans les résidences pour seniors, ou bien est-ce que c'est revaloriser aussi l'image de la personne âgée dans son ensemble? Les deux, mon général. Les deux, mon général, très bien. Bien sûr, changer le regard sur la vieillesse, c'est l'un des buts, montrer à quel point cette vieillesse, elle a des choses à nous apporter, à nous les plus jeunes, et à quel point elle a un rôle central dans la société, alors qu'on a tendance à la mettre un peu de côté et à oublier de la regarder ou à oublier d'aller la voir. Et c'est aussi montrer, évidemment, le rôle de l'intergénérationnel. La ministre en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, elle a vu le film en avant-première. Elle a été bouleversée, elle était vraiment très touchante. Et elle a dit, elle a affirmé sa volonté, elle a dit « Je veux mettre en place, évidemment, une fois que la crise Covid sera passée, main dans la main avec Jean-Michel Blanquer, des partenariats entre les EHPAD et les écoles maternelles. » Moi, c'est ce que je souhaite le plus au monde, donc si elle va au bout... Grâce à votre documentaire? Oui, après avoir vu le documentaire, c'était forcément une idée, quelque chose qu'elle avait déjà en tête, mais après avoir vu ce film, elle a dit, voilà, je veux mettre en place des partenariats. Si toutes les écoles maternelles avaient un partenariat avec les EHPAD, je serais la plus heureuse productrice du monde, et voilà pourquoi... Et est-ce que vous savez comment ça va se matérialiser? Est-ce que ce sera des rencontres une fois par semaine, par exemple, entre les écoles et des EHPAD? Pour l'instant, c'est à l'état de déclaration d'intention politique, mais j'espère vraiment que ça ne va pas en rester là et que ça va se concrétiser. Ça reste qu'on a des questions? Oui, je vais prendre celle de Nicolas qui se demande comment a été réalisé le casting, pourquoi vous avez choisi telle ou telle personne. Alors, on a d'abord choisi l'EHPAD parce que, comme je vous disais, c'est un cadre de tournage. Donc, je voulais un cadre joli, agréable, avec un extérieur, parce qu'on fait beaucoup d'activités dehors. Enfin, voilà, il y avait plein de contraintes techniques. Et à l'intérieur de cet EHPAD, on a choisi les résidents. Il fallait déjà qu'ils soient suffisamment bien et autonomes pour pouvoir avoir cet échange avec les enfants, faire des activités avec eux, évidemment. Donc, en EHPAD, on a quand même un état de dépendance assez avancé. Donc, ça a restreint un petit peu le pool dans lequel on a pu aller puiser. Puis on a fait des entretiens avec eux, on a écouté leur histoire. Il fallait qu'ils soient volontaires, bien sûr, que leur famille soit d'accord. Et on a choisi des personnalités qui me semblent tellement attachées. Enfin, pour moi, ils sont tous de ma famille maintenant. J'ai l'impression que ce sont tous mes grands-parents. Et on s'est beaucoup, beaucoup attachés. Toute l'équipe, le réalisateur, Mathieu Marès-Savelli, Alex Darmon, l'auteur, et toute l'équipe, on s'est beaucoup, beaucoup attachés à eux. On avait parfois une petite larme à l'œil quand même en les écoutant, parce qu'au début, ils ont des propos difficiles à entendre sur leurs conditions, sur le fait d'être vieux, sur la solitude, sur l'isolement. Ça fait de la peine, mais on a pris tellement de plaisir à les voir, je vous dis, avoir le visage se transformer et le sourire revenir sur leur visage. Les enfants, on a choisi une classe, une école. C'était le projet de la directrice de l'école de faire de l'intergénérationnel. Elle en était déjà convaincue, donc quand je lui ai apporté ce projet, elle était très heureuse. On a été très, très aidés par la maîtresse, par les parents qui nous ont fait confiance. Donc c'est une classe entière, enfin c'est une demi-classe parce que c'est une classe double niveau, de grande section de maternelle. Alors cette expérience a duré 6 semaines. Comment s'est passée la séparation? Est-ce que ça a été un traumatisme pour les enfants comme pour les personnes âgées? Parce que c'est vrai que ça a été intense. Les deux parties se sont vues tous les jours, on fait des activités, on crée des véritables liens sincères. Est-ce que derrière, ça a été compliqué à vivre, cette séparation? Tout le monde savait qu'il y avait une fin. Donc déjà, ils s'étaient préparés, les enfants comme les personnes âgées. On a fini en beauté parce qu'ils ont monté un spectacle.
ensemble, qu'ils ont produit devant leur famille, donc devant les parents des enfants, devant les enfants des résidents. Donc c'était un peu en apothéose, tout le monde s'est rencontré, les parents des enfants ont pu enfin voir Jacqueline, Robert, Monique, Josette, dont ils entendaient parler depuis 6 semaines et qu'ils ne connaissaient pas. Et puis il y a eu des au revoir très tendres, mais l'idée c'était que ça se poursuive, donc c'était juste un au revoir, comme on dit. Ils y sont retournés après, les enfants, ils sont allés faire le sapin de Noël, par exemple, à l'EHPAD. Bon, après, évidemment, la crise Covid-19 a interrompu ces visites, mais ils ont continué à avoir un lien épistolaire, à faire des envois de vidéos. Le lien perdure, même s'il est moins régulier qu'on aurait souhaité à cause de cette crise sanitaire, mais il y a une vraie volonté et de la maîtresse et du directeur de l'EHPAD et des parents de maintenir ce lien très fort qui s'est créé. Alors, lorsque vous ne filmez pas les enfants dans des EHPAD, vous les filmez dans des salles de classe. C'est ce que vous avez fait dans Au Tableau, l'émission que vous avez lancée en 2017 sur C8 avec Mélissa Torio, où des écoliers, on rappelle le concept, interrogent des personnalités politiques, culturelles, sportives. Est-ce que d'autres numéros sont prévus pour cette saison ? Pas dans l'immédiat, mais j'espère bientôt, dès qu'on aura une actualité politique forte. Donc, j'aimerais bien pour la prochaine présidentielle, évidemment, en 2022. En 2022, vous pensez que ça pourrait les revenir ? Candidats, ce serait super. Ouais. Et ce serait ça a marqué la campagne 2017. Oui, ça avait très bien marché d'ailleurs. On va être très franc, les numéros suivants ont été un peu moins fructueux en termes d'audience. C'était très événementiel, très exceptionnel, donc c'est difficile de créer un rendez-vous. Ça a fait beaucoup de bruit à chaque numéro. Beaucoup de reprises, on a reçu des personnalités incroyables, on avait un très haut niveau d'exigence du casting, que ce soit des sportifs, des artistes, des chefs d'entreprise. On a reçu Xavier Niel, Mbappé, François Hollande, enfin on a reçu vraiment de très grandes personnalités, Jamel Debbouze. Donc voilà, on fait une pause, mais on va revenir bien sûr avec une nouvelle fournée. Voilà, vous aimeriez bien que ça revienne pour la présidentielle, mais pour l'instant il n'est pas prévu que ça revienne entre maintenant et 2022. Mais qui sait ? Qui sait, vous aimeriez bien. Pourquoi pas. Après, voilà, il y a plein d'autres choses à faire aussi. Non, mais c'est une très jolie marque dont je suis très fière. Et ça continue à l'étranger. La dernière adaptation, c'était en Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est universel. Et je pense que Au Tableau, c'est une marque qui a évidemment sa place dans le paysage audiovisuel et qui va revenir... si ce n'est en 2021, en tout cas en 2022. On croise les doigts. Sarah, d'autres questions ? Oui, alors plusieurs internautes ne sont pas sans savoir que vous venez de CNews. Vous avez officié sur cette chaîne. Et Béatrice demande, que pensez-vous de l'évolution de cette chaîne d'infos ? De l'évolution récente ? Oui. CNews a trouvé sa ligne éditoriale, je crois, et son public, puisque les audiences sont croissantes. Donc, elle propose une vraie offre alternative et elle a trouvé sa vraie personnalité qui lui permet de se différencier des autres chaînes info. Après, ça fait 4 ans que je ne suis plus sur CNews, que je suis sur C8, mais les journaux de C8 sont faits avec les moyens techniques, les reporters, les journalistes, les reportages de CNews. Donc, j'ai des liens quotidiens avec la rédaction. Oui, c'est vrai que vous présentez le journal télévisé dans William à midi chaque jour autour de 12h40. C'est sur C8 que ça se passe. 12h45 même. Est-ce que c'est facile de se faire une place face au 12h45 d'M6 justement, qui est un JT aussi extrêmement regardé ? C'est vrai qu'il a trouvé sa place, enfin vraiment, et c'est pas si évident parce que les gens savent pas forcément qu'il y a un journal à 12h45 sur C8. C'est le seul journal de la chaîne du jour. Enfin, il y a un journal par jour, il est à 12h45 dans l'émission William à midi. Ça vaut le coup de le rappeler parce que les gens le savent pas forcément. Ça met du temps à installer un rendez-vous, à faire savoir qu'on est là. En général, ils l'aiment bien, ce journal, donc n'hésitez pas, venez voir et restez avec nous pour toute l'émission. Il y a plein de conseils sur votre santé, vos droits, votre famille, vos animaux, etc. Plein de conseils utiles. Et l'ambiance est très chouette, le ton est très sympa, donc venez nous voir à 12h45 sur C8. Alors pendant quelques heures, le poste de présentateur de JT de 13h de TF1 était vacant. Jean-Pierre Pernaut avait annoncé il y a quelques jours qu'il allait raccrocher les gants en fin de cette année pour laisser la place à Marie-Sophie Lacaro. Sauf qu'entre le moment où on a annoncé Marie-Sophie Lacaro et le moment où Jean-Pierre Pernaut a raccroché les gants, il s'est passé quelques heures. Est-ce que pendant ces quelques heures, vous avez imaginé peut-être un jour pouvoir remplacer Jean-Pierre Pernaut, vous qui présentez le journal à la mi-journée ? Et c'est un Graal aujourd'hui de présenter le 13h. Bien sûr, c'est un rêve pour moi, le 20h, le 13h, c'est un rêve de petite fille, comme on dit. Ça a toujours été, c'est un poste très prestigieux et qui ne se refuse pas, enfin, de mon point de vue. Après, aujourd'hui, je fais d'autres choses et mon activité de productrice m'épanouit pleinement. Je suis très heureuse de porter des projets. C'est difficile, il faut se battre en permanence, c'est un combat perpétuel, mais je suis très heureuse de porter des projets qui me tiennent à cœur sur des sujets qui me semblent fondamentaux. Donc franchement, ça ne m'a pas manqué. Vous êtes bien logé dans vos canals. Allez, on termine cette interview avec notre dernière rubrique, vous allez le voir, vous n'allez pas être déçus, ça s'appelle le sucré salé.
Alors sucré-salé, on vous rappelle le principe, c'est facile, on vous soumet 2 propositions et dans l'idéal, il faudrait que vous n'en choisissiez qu'une. Vous allez voir, c'est pas si évident que ça. On va commencer facilement. Les EHPAD ou les salles de classe? Ah bah non, mais là... J'ai dit que c'était facile, après c'est plus compliqué, vous allez voir. Les EHPAD ou les salles de classe, comment vous voulez que j'essaye de les... Justement, j'essaye de les marier, comme ça il n'y aura plus qu'un seul choix et ils seront ensemble. Alors je dirais plutôt les seniors ou les enfants? Est-ce que vous préférez l'innocence des enfants ou l'expérience des seniors à choisir? Comment vous voulez que je choisisse? En venant vous présenter une vie d'écart où justement je mets les deux à l'honneur. Non, les deux, moi en général. Là, je ne peux pas choisir, franchement, sucré et salé. Est-ce que vous préférez votre casquette de journaliste ou votre casquette de productrice? Ah là là, vous allez me mettre à chaque fois dans l'embarras. Mais bien sûr, c'est le but. Alors le matin, ma casquette de journaliste, puisque je prépare mon journal à 12h45. L'après-midi, où je me penche plus ma casquette donc de vraiment les deux, quoi. Les deux. Mais qu'est-ce qui est le plus galvanisant pour vous? Est-ce que c'est le fait de... J'adore le direct, j'adore être à l'antenne, je m'amuse beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à être avec William Lémergie et puis les autres chroniqueurs. Donc vraiment, c'est un grand plaisir. Et puis, c'est différent d'être producteur, de réfléchir à des programmes. C'est sur du long terme. Ouais. Ça met longtemps, de longs mois à développer un projet, à le vendre à une chaîne, ensuite à le fabriquer. Donc, c'est vraiment pas du tout la même temporalité et pas du tout les mêmes émotions. Donc, c'est très complémentaire. Et c'est ça qui fait que ça m'épanouit pleinement. Allez, le dernier plus compliqué, mais on ne pouvait pas résister au plaisir de vous le soumettre. Caroline Turbide, avec laquelle vous travaillez dans William à midi, ou bien Mélissa Torio, avec laquelle vous collaborez dans Au Tableau? Pareil, rien à voir. Je me doutais que vous n'alliez pas choisir. Non, mais Mélissa Torio, bien sûr, ça a été 3 ans pour l'instant. Ouais. Et puis, c'est pas fini, mais on n'a pas de nouveaux numéros en préparation. Ouais. Donc, on ne travaille pas en ce moment au quotidien ensemble. Ouais. Mais ça a été un grand, grand bonheur de faire Au Tableau avec elle pendant 3 ans. Et grâce à elle, d'ailleurs, c'est grâce à elle que l'émission a pu se faire en France. Et je la remercie encore à nouveau. Caroline, c'est une relation quotidienne à l'antenne, pas la même, mais je les aime toutes les deux. Très bien. Bon ben voilà, ça se terminera sur un mot de bienveillance. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude ici. C'est assez rare que les gens choisissent, en vérité. Merci beaucoup Caroline Delage. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que vous produisez la série documentaire intitulée Une vie d'écart, dont la diffusion se poursuit. Donc c'est ce mercredi sur Canal+, et vous pourrez retrouver évidemment tous les épisodes sur MyCanal. Exactement. Merci beaucoup Sarah pour CNews Média et puis d'avoir fait l'intermédiaire, l'interface voilà, avec les internautes, d'avoir tout relayé en tout cas. Et puis on se retrouve demain avec non pas une journaliste cette fois-ci, mais une actrice qui va faire une apparition dans Capitaine Marlowe. Et oui, cette fiction française la plus puissante de la télévision française. Il s'agit de Sylvie Testu que nous recevrons demain sur ce plateau. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et puis à demain pour un nouveau Buzz TV.